Merci de nous suivre sur Espace TV et bienvenue dans cette info, l'émission qui vous propose des sujets de reportage grand format. Hamdallaye, ce n'est pas un nouveau quartier, ce n'est pas non plus un quartier méconnu des Guinéens, mais derrière ce mythe se cache une vérité. De la seule route du quartier à son unique école, en passant par le marché et le manque d'eau, nos reporters ont parcouru ce quartier qui longe la route Le Prince et surtout qui fait beaucoup parler de lui. C'est un reportage de Mamadou Saliouba et Aliouba. Il y a des quartiers qui font parler d'eux, qui ne veulent ressembler à aucun autre, comme il y a des quartiers qui nous réservent bien de surprises. Hamdallaye, ce quartier à la jeunesse engagée a attiré notre attention et sur cette route, la seule bitumée du quartier, nous réalisons pourquoi ce sont toujours eux dans la rue. Dans les manifestations politiques, sur la liste des quartiers hostiles au régime, Hamdallaye est toujours en gras et ce n'est pas pour rien. Ce matin, nous avons décidé de faire une immersion dans ce quartier très mouvementé et vous allez le voir, le manque à gagner. C'est la rentrée de Hamdallaye, une voie étroite qui résume en grande partie la souffrance des habitants du quartier. Pendant la saison sèche, elle nous donne de la poussière et en saison pluvieuse, elle nous présente ses plus gros cailloux. Défoncé au point de ralentir les voitures, cet habitant du quartier voit une route extraordinaire. C'est une honte, c'est très difficile, mais il faut faire avec. On ne peut rien parce que c'est que nous sommes en train de vivre. Vous êtes obligé de passer par là, vous êtes obligé de sortir et rentrer par là. C'est vraiment difficile. Actuellement, tous nos véhicules sont capotés. Et il faut faire beaucoup de temps pour passer ici. Environ 2 minutes pour passer juste 30 mètres de route. 2 ou 3 minutes, il faut le faire. Et doucement, sinon vous risquez de laisser votre véhicule ici. Mais sur cette route, il n'y a pas que les usagers qui se plaignent. Jeannette Midimono, la coiffeuse du coin, a vu ses affaires tourner au ralenti depuis que la route est devenue impraticable. Même la salutation lui est devenue difficile à obtenir. Comme vous-même vous constatez, vous voyez, il y a l'eau, des fois, s'il pleut comme ça, les gens ne font que verser les ordures, donc cela passe. Vraiment, c'est très difficile avec la route. Même quelqu'un veut te saluer, ne peut pas te saluer parce qu'il faut être très attention pour ne pas vraiment que ta voiture soit vraiment glissée dans. Regardez comment, même j'ai une mariée, ne peut pas s'arrêter ici, il faut que le véhicule monte en haut ou bien descend en bas. Il y a d'autres, avec tout ça, ils ne peuvent pas envoyer les mariés à cause de cette route-là. Avec cet état, inutile de demander si les accidents sont récurrents. Ici, chaque jour, les gens tombent ici. Les motards même qui passent, des fois, ils évitent parce que pour passer, même des fois, avec des nourrices ou bien avec des femmes qui supportent, des fois, ils tombent ensemble parce que la route est vraiment mauvaise. Le quartier regorge pourtant des personnes de la classe moyenne, des usines et des magasins qui appartiennent à des personnes qui ont de l'argent à ne savoir qu'en faire. Toutes ces personnes passent et repassent sur cette route. Youssouf ne veut pas que l'on compte seulement sur l'État pour réhabiliter cette route. Parce que plus particulièrement, l'État ne passe pas par là. Mais nous, les habitants de ce coin, et il y a l'usine qui est juste à côté, on peut se lever, donner la main avec les hauts cadres qui sont par là, essayer de faire la route. L'année dernière, les jeunes du quartier ont retroussé les manches pour boucher les trous avec des cailloux. Cette fois-ci, ils ont décidé de ne rien faire. Mori Traoré est un natif de Hamdallaye. La route, les eaux usées et le manque de prise de conscience, il en a marre de tout ceci et décide ce matin de nous dire pourquoi cette fois-ci, ils n'ont pas colmaté la route. On a compris que là où la route est gâtée, ça vient dans une famille. Et l'eau salée qui sort dans leur cour, il ne peut pas arranger. Normalement, il devrait faire un puits dans leur cour pour pas que l'eau salée sorte.
La saison de sieste et la saison de pluie, l'eau la sort. Mais rien de tout ceci ne doit empêcher le gouvernement de nous venir en aide, nous dit-il. Avec lui, nous allons visiter le quartier et savoir un peu plus, car je n'aurais jamais cru que Hamdallah ne compte qu'une seule route bitumée, mais dégradée. Nous marchons sur la route qui mène au terrain de football du quartier. Mais ne soyons pas certains que sur ce terrain, nous allons rencontrer des jeunes en uniforme avec des ballons frappés au ras du sol. C'est un autre terrain que nous allons vous montrer, mais pas un terrain de football. Et là, nous sommes sur le seul terrain de football de Hamdallah, enfin l'ancien terrain de football, parce que la jeunesse n'a plus la main sur cet espace, tout est morcelé, vendu à des particuliers. Ici, pas un goal, pas de ballon, le domaine ressemble à tout, sauf à un terrain de football. On est sur le prétendu terrain de Hamdallah, il n'y a plus de terrain Hamdallah. Parce que depuis que moi je suis né ici, c'est ici que j'ai commencé le football. Arrivé à un certain temps, il y a eu, c'est-à-dire un délaissement total de l'État. Le terrain a été abandonné. Il fut des moments, il y a des gars qui sont venus, qui ont baillé tout le domaine. On s'est affronté avec la gendarmerie, l'écho de Hamdallah. Après ça, il n'y a pas eu de suite favorable. On est abandonné, on dit que Hamdallah ne forme que des bandits, des délinquants. Mais comment est-ce qu'on ne pourrait pas former des bandits, des délinquants si là où nous devons jouer, là où nous devons apprendre d'autres choses à part le banditisme, on prend ça, on donne à des bailleurs de fonds. Comme parce que nous, c'est le bas peuple, on s'en fout de nous. Le terrain, il est là, vous pouvez voir. Maintenant, c'est les mécaniciens qui sont là. Au lieu qu'on joue au football, maintenant, on apprend la mécanique. La mécanique. On n'a pas eu le temps de compter le nombre de garages, mais nous avons parcouru ce domaine assez vaste pour être un lieu de carcasse. Baillé plusieurs fois pour des entreprises jamais réalisées, aujourd'hui le domaine est source de problèmes. Les clôtures surgissent de partout, signe que beaucoup de gens ont leurs mains sur ce domaine. À Hamdallah, on appelle cela une clôture dans une clôture, comme le Vatican dans l'Italie. Les jeunes ont lutté pour récupérer leur terrain, mais l'intérêt personnel a bien primé sur le général. Lors de la première confrontation avec les membres du gouvernement, avec la gendarmerie, c'était ça. Au départ, on était en bloc. Arrivant à un certain moment, il y a certains qui sont désolidarisés à cause de 10 millions. On a appelé des jeunes irresponsables, des jeunes délinquants, on les a promis 10 millions. Eux, ils ont cédé. À Hamdallah, comme dans beaucoup d'autres quartiers de la capitale, pas de collège public, pas de maison des jeunes et pas de lycée public. Les élèves qui passent pour la 7e année ou pour le lycée sont obligés de sortir de leur quartier s'ils veulent poursuivre leurs études. Pas de centre de santé non plus. Pour tout le quartier, on ne compte qu'une seule école primaire et nous partons voir dans quel état elle se trouve. Derrière nous, des gros cailloux et devant nous s'ouvrent les portes de l'école. 21 salles de classe, une enceinte extraordinaire et une fontaine obtenue grâce à un ancien élève. La directrice de l'école en est fière et fait de son mieux pour résoudre le problème d'accueil. Mais le manque de mobilier reste le défi à relever. Comme c'est la seule école publique, il y a le problème de mobilier, mais quand même, on se débrouille. On se débrouille à recevoir les enfants. Et là, nous sommes dans une salle de classe de l'établissement. Les tables bancs sont en bon état, mais certains élèves seront obligés de s'asseoir à 3. Une stratégie déjà copiée par plusieurs écoles du pays. Ici, l'on peut dire que s'asseoir à 3 n'a rien d'extraordinaire. Nous reprenons notre route, direction le marché du quartier. Mais avant d'y arriver, notre caméraman nous dévoile la vérité cachée derrière le mythe guinéen. Partout le quartier fait écho, le coin est connu des décideurs, la jeunesse est active pour la bonne gouvernance, mais quand vous vous y rendez, vous serez obligé et sans merci de bien regarder là où vous posez vos pieds. Et là, c'est le marché de Hamdallah, un marché qui s'agrandit du jour au lendemain. À première vue, rien d'extraordinaire. Mais ici, nous sommes sur une route transversale qui permettait il y a quelques années aux camions et d'autres engins de traverser librement.
Aujourd'hui, même un motard ne peut pas tenter de passer cette route. Les vendeuses ont occupé la rue et certaines parmi elles ont décidé de ne plus payer de taxes car selon elles, seulement les femmes qui ont occupé la rue profitent des clients. Nous ne payons pas de taxes parce que tout le monde est dehors. Les autorités ne nous aident pas à faire entrer les femmes dans le marché. Nous ne pouvons pas sortir parce que c'est ici qu'on nous a demandé de rester. Nous sommes partis au bureau de l'administrateur pour qu'il nous aide à faire entrer les femmes dans le marché et en vain. Le matin, même quand tu klaxonnes ou que tu leur donnes des coups de pied, elles ne vont pas quitter la route. L'extérieur du marché est bondé, mais l'intérieur se vide progressivement à l'image de cet espace et ces tables abandonnées par leurs propriétaires. Tous veulent vendre sur la route et celles qui sont à l'intérieur ne sont pas contentes. L'intérieur du marché est défectueux et il n'y a pas d'affluence. Beaucoup de vendeuses ont quitté pour aller au bord de la route. C'est sale parce qu'on n'a pas un bon administrateur. D'ailleurs, nous ne payons pas actuellement de taxes. Nous sommes là parce qu'on n'a pas le choix. Seulement, la patience nous retient ici. Ça ne va pas. Si l'intérieur du marché se vide, c'est parce que les autorités ont failli quelque part à leur mission. Déjà, l'administrateur du marché n'inspire plus confiance. À présent, nous allons chercher à savoir dans quel environnement vivent les cohabitants du marché. Impossible de croire, mais ici, c'est la face cachée de Hamdallahi. Des maisons vétustes et un caniveau qui sépare les habitations. Selon notre guide, ces bâtiments sont conçus pour le commerce, mais aujourd'hui sont transformés en des chambres de passage, des bars. Beaucoup de gens y logent et rendent compte aux locataires quoique l'endroit est malsain. Tout ce qu'on voit comme ça là, c'est conçu pour le marché. Mais présentement, c'est devenu un coin de bar et la location. Mais tout ça est payé pour l'administration du marché. Parce qu'ils sont là, ils prennent l'argent dans la main des gens, ils se bénéficient là-dedans sans construire le marché. Pour vérifier ces informations, nous nous sommes rendus au bureau de l'administrateur du marché. Les portes sont ouvertes, mais personne pour répondre à nos questions. Nous quittons le marché. Sur la route de retour, une image attire notre attention. Des femmes, des bidons à rang. Cet endroit ne désemplit pas si vite et ça met mal à l'aise à Ibrahim qui gère ce forage depuis quelque temps. Là, ça me fatigue parce que je me couche vers les 2 fois parce que je dois remplir les cuves 2 fois vers les 22 heures. Donc ça va faire 4 heures de temps. Donc ça me fatigue. Et puis encore, dès que je rentre seulement, vers les 6 heures, les femmes se plaignent encore. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau. Donc vous voyez, donc ça me fatigue tellement. Vous voyez, non, je peux m'arrêter pendant 4 heures, pendant 3 heures. Les femmes, elles aussi se plaignent. Pour l'instant, l'eau coule avec peu de gens, mais dans quelques mois, se trouver un bidon d'eau ici ne sera pas facile. Déjà, les cuves commencent à se détériorer et la citerne qui ravitaille peut parfois manquer à l'appel. Pendant cette saison pluvieuse, les gens ne vont pas se rendre compte du manque d'eau. Mais après cette saison, avec ce manque d'eau, ça va être difficile. Nous remercions le chef de l'État pour nous avoir installé ce forage. Depuis, nous n'avons pas trop de peine à trouver de l'eau. Mariam fait partie des femmes qui avaient combattu contre le manque d'eau à Hamdallahi. Aujourd'hui, ce forage lui rassure. Elle ne cache pas sa joie. Mais elle a oublié de nous dire l'année à laquelle l'eau de robinet a cessé de sortir des tuyaux. À Hamdallahi, certains se rappellent de la date et nous partons les rencontrer. Dans cette famille, pas question de toucher à la pompe. Tout le monde le sait, ce robinet n'est ici que pour la forme. Jenna Bangoura habite ce quartier depuis 8 ans. Un peu de contracté, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle touchera ce robinet. Vous vous rappelez de la dernière fois que l'eau est partie? Oh oui. C'était en quelle année? Depuis 2009, on n'a pas d'eau. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce puits que vous avez de l'eau? Oh oui, ça aussi, c'est jusqu'à un certain temps. Jusqu'à un certain moment, on a l'eau ici au puits.
jusqu'au mois de janvier, février comme ça. Depuis 2009. Depuis 2009, nous n'avons pas d'eau ici. On partait chercher de l'eau chez un voisin qui a un forage. Après, nous avons creusé un puits chez nous. C'est seulement des puits qui sont dans ce quartier, rien d'autre. Avant, on pouvait rester jusqu'au soir sans avoir de l'eau. C'est monsieur du Haut-Niger qui a eu l'initiative de nous faire un autre forage. Tout le monde part là-bas actuellement. Mais malgré tout, il faut être matinal. Rester sans dormir surtout quand il n'y a pas de courant. Monsieur Kanté au Niger. À entendre parler de Hamdallaye, on pourrait s'imaginer dans un quartier chic de la capitale, un quartier où rien ne manque. Mais sur place, au milieu des routes dégradées, on réalise que ce quartier symbolise le retard de la Guinée. Fini les formations privées, fini les festins, les enfants du foyer Saint-Joseph tirent désormais le diable par la queue. Depuis la grève des encadreurs il y a plus d'1 an, pour non-paiement de salaire, plus rien ne va dans le foyer. Les malades ne sont pas traités, encore moins soignés, et les enfants ne mangent qu'une seule fois par jour. Mohamed Saliouba et Ibrahima Sour 5 Souma ont fait une immersion dans ce foyer. Voici le reportage. À quelques kilomètres de la capitale, au milieu d'un quartier aux routes impraticables, sont secourus des jeunes, des enfants et des personnes malades. Certains sont abandonnés par leurs parents, d'autres ont perdu les leurs dans la guerre en Sierra Leone et la pauvreté a fait fuir un bon nombre de jeunes. L'homme qui se charge de ces personnes, le voici, 75 ans, 25 ans de carrière en Guinée dans l'aide aux personnes démunies. Il s'appelle Étienne Marie, mais les Guinéens, eux, préfèrent l'appeler Papa Maraboli, car son ambition est de ramasser toutes les personnes en perte d'espoir. Nous allons régulièrement à Boulbinet, à Madina, et on voit les enfants qui dorment par terre, qui sont abandonnés, et on les recueille. Et pour conserver son statut de sauveur, il ne ménage pas les efforts. Plus de 2000 enfants secourus en 25 ans et une particularité réservée aux enfants dont les parents sont polygames. Ce qu'on ne peut pas renvoyer, c'est en général 80% des cas, des enfants qui sont avec une marâtre, qui ne les aime pas, qui a ses propres enfants, et ses propres enfants sont bien habillés, vont à l'école, et l'enfant du premier mariage, lui, il est maltraité, il doit faire tous les travaux, on le frappe. Donc c'est ces enfants-là qu'on trouve à Madina, surtout à Boulbinet. Donc on les prend dans nos foyers. Malgré son âge très avancé, ce franco-allemand compte encore rester pour redonner de l'espoir aux personnes abandonnées. Mais depuis 1 an, son rêve est en train de s'envoler. Les éducateurs qui s'occupent des enfants sont tous partis en grève, laissant le vieux seul, et par cette incompréhension, le foyer ne bénéficie d'aucun financement. Les bailleurs de fonds ne viennent plus en aide et les conséquences se sentent à quelques mètres de là. Bienvenue au foyer Saint-Joseph de Kountia. Ici, ce sont les orphelins et les enfants abandonnés qui nous accueillent. C'est peut-être le seul foyer au monde où il n'y a pas d'éducateur. Ici, notre arrivée est aussi bien souhaitée que nous l'espérions, car ces jeunes sont aujourd'hui désespérés qu'ils ne l'étaient avant de venir au foyer. Nous avons suivi quelques-uns dans leur chambre et nous avons eu le temps de jeter un coup d'œil dans les douches internes. Des douches internes à l'image de celles des prisonniers, sans eau. C'est pourtant l'un des quartiers du pays où l'eau coule en abondance. Pour preuve, ces robinets installés dans la cour du foyer. Ici, ils préfèrent venir se laver. Il ne reste qu'à faire remonter l'eau dans les douches. Pour expliquer ce manque à gagner,
les jeunes nous conduisent dans leur salle de révision, une salle abandonnée. Le contrat a été confié à un groupe d'individus qui a mal travaillé ici. Ils ont fait un devis clochard. Maintenant, l'argent a été versé à leur niveau. Ils ont refusé maintenant de travailler de la manière que ça se devait. C'est ce qui a causé cette fracture ici. Ça veut dire qu'une fois qu'on leur remet l'argent, ils font le semblant de travailler, mais ils ne font pas le travail correctement. C'est ce qui fait que ce bâtiment est en train de se fondre maintenant. S'il n'y a pas d'eau dans les douches, c'est parce que, disent-ils, les éducateurs les ont jetés dans un trou où l'œil ne voit pas. À l'image de cette chambre, toutes les autres chambres devraient être équipées d'ordinateurs bureautiques, car tous ces jeunes partent à l'école sous le compte du père Étienne. Mais aujourd'hui, c'est le seul exemplaire qui reste. Les autres machines ont disparu ou du moins ne sont jamais arrivées dans les chambres et personne ne laisse en marge les encadreurs. Nous continuons notre visite cette fois-ci dans la chambre de Hadi et d'Alassane. Deux amis venus d'endroits différents et qui partagent ici la même galère. Depuis hier, nous, on n'a même pas préparé dans notre foyer. Vous voyez, mais tout ça là, c'est les mauvais dirigeants qui nous ont mené cette vie-là parce que ils sont là pour nier. Il veut noyer le père, quoi, parce que lui, il est là pour nous, les enfants de la Guinée. Vous voyez, c'est pour cela que nous sommes en galère. Il y a des fois, on ne prend pas petit déjeuner, on mange une seule fois par jour. On mange aujourd'hui à 14h, sauf demain à 14h. Le foyer avant et aujourd'hui, il y a une grande différence. Une grande différence. Aujourd'hui, ce jeune garçon passe sa 5e année dans ce foyer. Impossible de savoir que ce jeune homme n'a pas pris son petit déjeuner. Il est 11h. Nous partons rencontrer Simon Soropogui, un jeune homme qui a échappé de justesse à la délinquance. Si sa vie n'a pas basculé, c'est parce qu'il a été vite secouru par le père Étienne qui l'a aidé à poursuivre ses études. L'air absent, il préfère d'abord nous parler de son passé. Je suis arrivé au foyer parce que j'avais perdu mes 2 parents qui me soutenaient dans ma vie. Et après leur décès, ma famille m'avait abandonné parce que la famille, j'étais au village. Et moi, depuis que je suis né, je ne connaissais pas mon village. Donc c'est ce qui a fait que j'ai décidé de quitter le village pour venir à la capitale, parce que c'est ici que mes parents résidaient, pour essayer de voir si je pouvais gagner quelqu'un, l'une des connaissances de mes parents pour continuer mes études, parce que j'avais beaucoup l'amour des études. Puis, il nous raconte son présent dans ce foyer qui lui avait redonné le sourire et qui est en train aujourd'hui de le ralentir dans ses pas. C'est surtout mon avenir d'abord, que je crains beaucoup parce que lorsque j'étais avec mes parents, ils m'avaient rassuré que j'allais l'avoir coûte à coûte avec eux. Mais maintenant, ici, là, je vois qu'avec les mouvements qui se passent actuellement au foyer, je ne suis pas rassuré très bien que si je pouvais rester au foyer jusqu'à terminer l'université. Il fait un effort pour nous expliquer la crise que traverse le foyer. Les bailleurs de fonds ont abandonné le père à cause des éducateurs. Parce que c'est les éducateurs qui ont grévé. Ils sont partis dire que le père Étienne Stilman n'est pas maintenant en mesure de gérer les foyers Saint-Joseph. Donc, ils se sont dit que tant que le régime qui est là, c'est-à-dire le gouvernement qui était là au foyer, ne quittait pas, il n'allait plus revenir. Mais pour nous donner tous les détails, il a choisi pour nous la cuisine, un endroit qui témoigne de la vraie vie que mènent ces jeunes. Les marmites ne nous laissent aucun doute. Pour aujourd'hui encore, rien ne prouve qu'elles seront mises sur le feu. Derrière nous, on voit ici des marmites. Oui. Mais on ne voit pas les femmes qui doivent faire la cuisine. En fait, ici, c'est la cuisine. D'habitude, les femmes viennent... Il y a 2 groupes de cuisiniers. Il y a un groupe qui vient, c'est-à-dire du lundi jusqu'au vendredi. Le deuxième groupe vient samedi, dimanche, c'est-à-dire pour les permettre de se reposer. Mais actuellement, depuis qu'il y a eu le mot d'ordre de grève, ces cuisiniers ne respectent plus les heures de travail.
Soit même il y a des jours, ils ne viennent pas, comme par exemple hier, elle a reçu la dépense, elle a refusé de venir cuisiner pour nous. Elle a bloqué la dépense en disant qu'elle n'est pas payée. Les enfants n'ont pas mangé, n'ont pas déjeuné, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si elle doit venir ou pas. Parce que d'habitude, elle vient à 10h, maintenant il est 11h passé de 33 minutes. Ça veut dire que réellement, on ne croit pas s'ils seront là aujourd'hui. Mais il ne fallait pas plus pour que ces jeunes oublient ce que représente pour eux le père Étienne Marie. Le père Étienne, en un mot, nous dirons que c'est notre ange gardien, c'est notre papa, c'est notre maman, c'est notre frère. Le père Étienne est tout pour nous, puisqu'il a accepté de partager la souffrance avec nous, il a accepté de partager le bonheur avec nous, donc il est tout pour nous. Un père adoptif, tous ces jeunes ont désormais les yeux tournés vers le père Étienne. Certains chantent même en sa gloire. Le fondateur du foyer s'appelle le père Steinman, c'est lui qui part en Occident, il fait cadeau pour les enfants. Il est béni et puis il est sauvé garde pour avoir une bonne conduite dans la vie. Un acte de reconnaissance partagé par Mamadou Diallo qui a aussi perdu son père et son bras droit dans la guerre en Sierra Leone. J'étais en Sierra Leone. Ma mère est mariée là-bas. Moi, je suis guinéen. J'ai fui la guerre et c'est là-bas que j'ai perdu mon bras. Quand je suis rentré en Guinée, le père Étienne m'a pris en charge. Des orphelins, des jeunes sans soutien, ici le retrouvent toutes les ethnies et l'appartenance du foyer ne contraint personne à changer sa religion au profit d'une autre. Les chrétiens suivent leurs prières, les musulmans peuvent même taguer sur les murs. Et après tout, c'est l'harmonie entre personnes de religions différentes. Le père Étienne, en plus de la prise en charge, accompagne financièrement certains enfants, comme ce salon de coiffure ou encore cette boutique. Les recettes sont gérées par les enfants. C'est devenu leur propriété. Ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Comme il n'y a rien au foyer là, donc avec cet argent-là, moi aussi j'essaie de me débrouiller avec ça. Des fois, si on ne prépare pas, c'est nous les enfants même qui cotisons pour préparer à la maison là-bas au foyer. Des fois, si tu as 1000 francs, les gens qui ont 1000 francs ils payent, les gens qui ont 2000 ils payent. Et on prépare de la fidi là-bas pour manger ça. Une seconde chance pour permettre à ces enfants de survivre à la crise que traverse le foyer. Mais les plus âgés, eux sont obligés de travailler dur pour gagner leur vie. Alassane en connaît un qui est devenu éboueur à cause de la grève des encadreurs. Il tient à nous le montrer et nous le suivons. Et comme si tout est préparé, nous tombons par hasard sur le jeune homme avec sa brouette, devenue sa machine à argent. Vraiment, nous sommes au foyer, il y a le manque de soutenance, etc. etc. Le père il nous a aidés quand même à être éduqués, donc on souffre du tout encore, parce que c'est à cause de la souffrance que je suis en train de faire tous ces trucs-là. Donc vraiment, s'il y aura si on gagne de l'aide à travers ailleurs, ça sera très 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 intéressant pour nous et important. Avec 400 000 francs guinéens par mois, Ousmane peut acheter ses fournitures scolaires, se prendre en charge et aider la famille au village. La situation actuelle du foyer Saint-Joseph est saisissante et ce sont les personnes malades qui souffrent en haut de l'échelle. Nous arrivons au centre de santé du foyer qui accueille uniquement les personnes malades. Eux aussi apprennent les leçons de la crise que traverse le foyer. Ici, l'un des encadreurs nous laisse entendre que l'État ne vient pas en aide à ces personnes. Sans soutien et sans médecin, leurs regards disent à quel point ils sont sonnés. Ils font leur mieux. C'est Dieu qui paye. Le père Étienne, fondateur du foyer Saint-Joseph, espère une sortie de crise pour améliorer la santé des patients, nourrir ces jeunes et préparer les enfants pour la rentrée scolaire. Mais pour l'instant, rien n'est dans l'ordre.
Personne ne sait à quand la sortie de crise. Chacun de son côté se résigne. C'est la fin de ce numéro de cette info. Merci de votre aimable attention. Les programmes continuent sur Espace TV. Regardons mieux.